Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Haïti n'a plus de président ce lundi. Le mandat de Michel Martelly s'est achevé dimanche. Les élections ont été reportées sine die. L'opposition a dénoncé un coup d'État électoral. Le premier tour avait donné lieu à des fraudes massives. Alors comment sortir de cette crise politique? Comment expliquer que cet État n'arrive pas à sortir à la fois d'une crise politique mais également d'une crise économique alors que des milliards de dollars ont été déversés sur Haïti depuis plusieurs années maintenant. Haïti, une république ONG. Eh bien, on peut ce soir se poser la question. On rappelle quand même que c'est l'État le plus pauvre du continent américain. Pour en parler ce soir avec moi, Jacques Nézy, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université des Antilles et de la Guyane, éditorialiste et producteur sur la radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une radio libre, associative et qui est diffusée en Haïti. Vous allez nous parler ce soir de la situation de votre pays. Frédéric Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre Tricontinental, c'est une ONG belge. C'est un centre d'études, de publication, de documentation et d'éducation permanente sur le développement et les rapports entre les pays nord-sud. Et vous êtes l'auteur, et ça nous intéresse beaucoup, rien que le titre, L'échec humanitaire, le cas haïtien. Et vous nous expliquerez en quoi c'est un échec humanitaire. Haïti, c'est aux éditions Couleur Livre. Et puis avec nous, Floriane Louvet, vous êtes chargée de mission Haïti, au Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Et on attend d'une minute à l'autre Anne-Élodie Télémac. Elle est avocate, présidente de la Maison d'Haïti. Mais avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter ce président sortant, Michel Martelly. C'était dimanche. 14 mai 2011, qu'héritage, si ce n'était que souffrance, misère, épidémie et deuil. J'étais face à tous les défis, face à l'impossible, face au désespoir le plus total. On va en parler dans un instant de ce président Michel Martelly, mais tout d'abord, Jacques Nézy, expliquez-nous exactement ce qui se passe. Pourquoi on en est là, à cette vacance du pouvoir? Deux observations. Je dirais que le premier facteur explicatif, c'est l'annulation des élections qui étaient prévues au 24 janvier. Et cette annulation intervient parce qu'il y aurait une élection avec un candidat, en l'occurrence Jovenel Moïse, qui est le candidat du pouvoir, le candidat du parti présidentiel. Et que l'autre candidat, en l'occurrence Jude Célestin, refusait de participer à cette élection. Et au-delà de ce refus de Jude Célestin de participer à cette élection, il y a eu aussi un refus de toute la société civile, des organisations importantes, religieuses, des organisations syndicales qui disaient non, on ne peut pas aujourd'hui, en 2015, organiser une élection avec un candidat. Ce serait une illusion, ce serait une mascarade. Donc, sous la pression de la mobilisation collective aussi, parce qu'il y avait beaucoup de manifestations dans les rues à Port-au-Prince, donc le gouvernement a reculé et a dû annuler cette élection du 24 janvier. Or, le mandat du président arrive à son terme, soit hier, le 7 février, il fallait trouver un successeur. Donc la principale difficulté, c'est de trouver ce successeur. Donc en Haïti, il faut le souligner, ce cas n'est pas nouveau. Ce cas n'est pas nouveau puisque en 2003, quand Aristide a dû quitter le pouvoir ou a démissionné, il n'y avait pas de président et qu'il y a eu un intermède où il n'y avait pas de président et que le Premier ministre, comme on dit en Haïti, a géré les affaires courantes. Donc ce n'est pas une source d'angoisse supplémentaire, parce que Haïti est habitué à ce cas de figure. Et deuxièmement aussi, il faut le souligner, en 1989-90, quand le général Abraham a dû assurer l'intérim, il n'y avait pas de président en attendant la désignation du président de la Cour de cassation. C'était donc la juge Erta Pascal Trouillot. Donc là aussi, il y a eu vacances. Finalement, ce que vous nous dites, finalement, c'est que les Haïtiens ont l'habitude, finalement, de ces vacances de pouvoir, en tout cas, gèrent ces vacances de pouvoir. Ce qu'ils ne voulaient pas, en tout cas, c'est d'une élection, d'un simulacre d'élection, d'un second tour, vous le disiez, le 24 janvier, avec un seul candidat, le candidat notamment du pouvoir, du parti au pouvoir. Moi, je dirais que cela participe d'un apprentissage d'Haïti de la démocratie. Parce que la démocratie, on ne peut pas l'imposer de l'extérieur selon les normes de la grammaire démocratique occidentale. C'est une expérience interne. Donc là, il faut faire confiance
aux Haïtiens. On va en parler justement de la transition démocratique. Est-ce que c'est l'île qui a connu 30 ans de dictature sous les Duvalier, père et fils? Est-ce qu'elle rate cette transition démocratique ou justement est-ce qu'elle est en pleine transition démocratique aujourd'hui? Frédéric Thomas, je voudrais quand même qu'on parle du cas justement de ce candidat du parti au pouvoir qui était seul donc au second tour le 24 janvier et les Haïtiens ont dit non à cette mascarade. Qu'il faut savoir, c'est que ce candidat, Jovenel Moïse, était soutenu par la communauté internationale. C'était, on dit même, le candidat de la communauté internationale. Oui, c'est à la fois le candidat de la communauté internationale et de Martelly, donc le président actuel. Et je pense que l'impasse électorale aujourd'hui... Oui, l'ancien président. L'ancien président. L'impasse électorale aujourd'hui est aussi la source de l'échec de Martelly d'organiser ces élections. Parce que ces élections, en fait, elles viennent avec 4 ans de retard. Donc on vient avec pression. Et donc le fait que ce second tour n'ait pas eu lieu, je pense que c'est une expression démocratique très forte de la société civile haïtienne qui a refusé la pression de la communauté internationale, qui jusqu'au bout a voulu que ces élections aient lieu, alors même que l'ensemble des observateurs haïtiens estimaient que les 2 tours des élections d'août et d'octobre étaient entachées d'irrégularités, de fraudes massives et systématiques. Donc le fait que ce second tour n'ait pas pu avoir lieu, c'est quand même une source d'espoir de voir la force de la résistance de la société civile. Alors cette réaction d'un internaute, parce qu'on a beaucoup de réactions ce soir sur Haïti, 30 ans de division, de misère, de nullité, pour ne pas dire de régression, 30 ans d'inconscience étatique après la chute des Duvalier. Je vais vous faire réagir. Mais Floriane Louvet, justement, la société civile, est-ce que c'est une société civile qui émerge récemment ou c'est une société civile finalement qui est existante depuis maintenant un certain nombre d'années, cette société civile haïtienne? Moi, je dirais que c'est une société civile qui est en marche depuis longtemps et heureusement pour Haïti. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un regard qui est souvent très fataliste sur Haïti. De parler Haïti dans la misère, Haïti pauvreté, c'est tous les clichés qu'on peut avoir en tête. Enfin, c'est des clichés, c'est aussi des chiffres. Si je puis me permettre, je vais quand même les donner à nos téléspectateurs. C'est quand même 78% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté absolue. C'est 40% de la population qui souffre d'insécurité alimentaire. C'est 4 enfants sur 10 qui vivent dans la pauvreté absolue. 30% d'enfants qui ne sont pas vaccinés et la liste est longue. Oui, tout à fait. Et le contexte actuel est d'autant plus difficile avec cette crise électorale. On a aujourd'hui entre 3 et 3,8 millions de personnes qui sont en état de crise, d'insécurité alimentaire. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en même temps, nous, ce qu'on voit en travaillant avec des organisations locales en Haïti, c'est que ces organisations-là, elles sont en marche et elles travaillent à l'avènement d'un autre Haïti. Et que c'est justement à ces organisations-là et aux partis politiques et à la société haïtienne dans son ensemble de construire l'avenir politique d'Haïti. Et non pas à la communauté internationale de lui dicter finalement ce qui serait le modèle d'un bon développement, comme il a été dit, d'un développement... Ça, c'est une erreur. Il y a une responsabilité de la communauté internationale dans ce qui arrive aujourd'hui. Il y a eu trop d'ingérence, trop d'émissions de la part de la communauté, internationale. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur et qui est à reconnaître et qui est aujourd'hui à corriger en donnant toute la place aux organisations haïtiennes, aux Haïtiens et Haïtiennes dans la construction de leur pays. Jacques Nessy, justement, sur la communauté internationale, est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Une communauté internationale, quand même, qui a versé beaucoup d'argent, 100 millions de dollars pour ce processus électoral, 10 milliards de dollars qui ont été promis. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été versé après le séisme de 2010. Mais vous dites, c'est payé trop cher, finalement, pour recevoir cet argent. La contrepartie, elle nous coûte trop? Oui, je crois qu'il y a eu un manque d'évaluation assez pertinente de la communauté internationale, de la nature de l'intervention qu'elle doit faire en Haïti. On a l'impression que ce sont des interventions qui sont analysées, qui sont concoctées de l'extérieur et qui sont imposées à Haïti. Or, on voit bien, si on prend toute l'histoire d'Haïti, il faut bien comprendre, c'est une histoire qui est toujours en opposition à ce qu'il y a à l'extérieur. Autrement dit, c'est une histoire qui a sa propre spécificité, sa propre trajectoire et qui demande aux acteurs internationaux de bien comprendre la trajectoire d'Haïti, de bien comprendre sa morphologie, sa construction dès l'origine.
puisque en Haïti, on a toujours une relation très ambivalente vis-à-vis de l'extérieur. On aime bien que l'extérieur aide, mais de notre côté, on n'aime pas que l'extérieur impose tout. Donc il faut laisser une marge de manœuvre, une marge d'action aux acteurs locaux. On a l'impression, et sur le plan économique... Et ils n'ont pas, cette marge d'action aujourd'hui? Cette marge d'action, on n'a pas l'impression que les acteurs locaux l'ont, puisque tout est imposé de l'extérieur. Et que quand vous discutez avec un officiel haïtien, il vous dit que très souvent, on n'a pas le temps de réfléchir, puisque tout nous est amené, nous est imposé de l'extérieur. Et de l'autre côté... Mais quand vous dites imposé de l'extérieur, parlons concrètement, c'est imposé par qui? Par les Américains, par les ambassades. Oui, les ambassades, d'accord. Il faut remarquer que les ambassades... Ce sont les ambassades, donc sur place. Les acteurs sur place, ils sont assez nombreux aujourd'hui. On va dire, il y a d'abord la MINUSTAH, donc l'ONU. Il y a d'abord l'Union européenne, à travers tous les pays de l'Europe, l'Allemagne, la France. Les États-Unis, très présents. Et il y a les États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique considèrent Haïti comme étant son arrière-cour. Leur arrière-cour, ils imposent, ils agissent très souvent en mettant de côté les acteurs haïtiens. Et vous avez vu, ce qu'ils ont voulu organiser le 24 janvier suscite la révolte et le mécontentement de la population. Organiser une élection avec un candidat, et d'ailleurs, comme l'a rappelé tout à l'heure Frédéric Thomas, il faut le souligner, que ce candidat en doute qu'il est vraiment... accès au second tour dans les meilleures conditions, puisqu'il y a une commission d'évaluation électorale qui a été préconisée, qui a été mise sur pied même par l'exécutif, mais cette commission électorale a pu montrer que 8% des procès-verbaux étaient bons. Donc autrement dit, c'était une élection complètement qu'il faudrait annuler. Or, jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale veut un second tour avec ces deux candidats. Or, il y a un ensemble de candidats qui se sont regroupés à travers une structure qu'on appelle le G8, et ce G8 demande une réévaluation complète des élections présidentielles. Frédéric Thomas, quels sont les liens justement entre la France et Haïti, la France ancienne puissance coloniale? Je pense que la France, au sein de l'Union européenne, agit un peu comme une... tête de pont, elle a un rôle assez important, je pense, derrière les États-Unis. Elle porte aussi en avant-plan de l'Union européenne. Et donc, à ce niveau-là, elle joue un rôle important. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ces élections, elles sont organisées, largement financées par la communauté internationale. Et la difficulté, c'est que la communauté internationale en vient à doubler ou à se substituer aux acteurs locaux et à venir imposer sa propre vision, ses propres... Mais pourquoi elle voulait en l'occurrence, de Jovenel Moïse comme candidat et comme président? Pourquoi elle voulait celui-ci, la communauté internationale? C'est peut-être pas celui-ci, mais c'est le candidat du parti au pouvoir. Et Martelly, bien qu'il soit soupçonné de corruption, a mis en place les politiques économiques qui sont voulues par la communauté internationale. Et ça consiste en quoi, ces politiques économiques? C'est le slogan « Haïti Open for Business ». C'est un modèle économique basé sur les zones franches, sur le processus d'exportation, d'une ouverture des marchés. Donc c'est un modèle très néolibéral. Et donc c'est le modèle mis en avant par la communauté internationale. Et ce qu'elle cherche, cette communauté, c'est la stabilité économique, la poursuite de ces politiques économiques. Et tant donc ce que vous nous dites, c'est que finalement Martelly était la marionnette de la communauté internationale et notamment des Américains? En partie. Maintenant, je voudrais quand même nuancer, parce que quand ça arrange la classe au pouvoir, elle peut très bien trouver sa marge de manœuvre pour imposer ses propres politiques. Mais globalement, structurellement, il y a une dépendance envers la communauté internationale, financière et politique, ça c'est vrai. Jacques Midi, vous vouliez réagir, et ensuite Floriane Louvet, je vous donne la parole. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est les origines aussi du pouvoir de Martelly, puisqu'il faut le rappeler, en 2010, autrement dit, Martelly était 4e parmi les 12 candidats à la présidence. Donc c'est sous la pression de l'Organisation des États américains et sous la pression aussi de l'intervention de Mme Clinton, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, que Martelly a été imposé comme président. Donc c'était une élection arrangée, évidemment. Donc première chose. Deuxième chose, c'est que Martelly a toujours concédé tout ce que souhaite l'international, comme on dit entre guillemets en Haïti. Et le troisième soupçon de l'opinion publique haïtienne sur la communauté internationale, c'est l'exploitation des ressources minières en Haïti, notamment dans le nord-est et dans le nord. Donc on soupçonne notamment que les États-Unis, le Canada, d'ailleurs, il y a une exploitation de ces ressources minières qui est déjà commencée dans le nord. Donc on soupçonne la communauté internationale de vouloir
exploiter ses ressources minières et que déjà, il est annoncé qu'il y a une loi qui est déjà déposée au Parlement en vue d'autoriser les compagnies étrangères à exploiter ces ressources. Donc voilà donc les enjeux. Il y a ce qui explique les ingérences de la communauté internationale. C'est pas non plus je donne de l'argent et en échange vous imposez notre programme économique. C'est aussi parce qu'il y a des ressources minières, il y a aussi des intérêts donc des États et notamment des intérêts économiques. Nous a rejoint sur le plateau Anne-Élodie Télémac, je le rappelle, avocate présidente de la Maison d'Haïti, qui a vocation à aider à l'intégration des Haïtiens en France. Justement, les Haïtiens en France, ils vivent comment, de loin, comment perçoivent-ils justement ce qui se passe actuellement dans leur pays et cette vacance du pouvoir? Ils y sont habitués, nous disait tout à l'heure Jacques Nissi, donc pas si inquiets que ça. Habitués, ça c'est certain. Inquiets, forcément, parce que l'avenir de leur pays est en jeu. Donc j'ai tendance à dire que c'est à double. Bonsoir Jacques, j'ai le plaisir de revoir. C'est un double sentiment. Et les liens avec la France, on en parlait tout à l'heure. Il y a une communauté haïtienne importante en France ? Relativement importante, de longue date, je dirais, de la même manière qu'il y a une forte communauté au Canada ou aux États-Unis. Mais c'est pour ça qu'on a du mal aussi à comprendre, parce qu'on a quand même un lien particulier avec Haïti, de se voir finalement, entre guillemets, un peu supplanté par les États-Unis. Ah, ça, c'est certain que ça pose problème, l'ingérence des États-Unis dans la vie politique haïtienne. Je crois que l'affaiblissement de la France... Un mot, Jacques Nissi, parce qu'on doit faire une petite pause au temps du rappel des titres. Un mot et Floriane Louvet, je vais vous donner la parole, je vous promets. Seconde partie du débat. C'est pour compléter la réponse, pour dire que l'affaiblissement de la France s'explique aussi par la faiblesse de l'influence de la langue française en Haïti, et qui s'explique par la diminution des crédits, par exemple, de la France, par exemple, la fermeture des alliances françaises, et puis on sent que la France mène une politique assez résignée, une politique... peu ambitieuse. Et on parle plus anglais en Haïti maintenant ? Aujourd'hui, le créole retrouve sa place. Et puis, et les langues étrangères, justement, si le français recule, c'est l'anglais qui prend la place ? Oui, on peut dire ça aussi, et sous l'influence aussi de la MINUSTAH, qui est présente en Haïti. On va en parler aussi de cette MINUSTAH dans un instant et justement peut-être ce désir de retrouver leur souveraineté aux Haïtiens. Dans un instant, on en reparle et surtout, que faire pour Haïti? Que faire pour que cette île décolle? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui miser sur le tourisme, On va en parler avec nos invités. C'est la seconde partie du débat, mais avant cela, le rappel des titres. À tout de suite.